qu'est-ce qui pour vous est le plus important quand on veut réussir une vidéo? Si on va avoir un résultat d'une vidéo qui paraît professionnel. Est-ce que le plus important pour vous, c'est la qualité de l'image, le fait que vous soyez bien à l'écran, bien exposé, ou alors peut-être le plus important pour vous, c'est la qualité de l'audio, le fait qu'on vous comprenne, que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'effet de réflexion, que ce ne soit pas saturé, que ce ne soit pas trop bas. Ou alors peut-être le fait que le montage soit dynamique, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'endorme pas, que ça bouge, que ça réactive le cerveau. Quel est le point le plus important de tout ça? En fait, il n'y a pas de point le plus important. La production d'une vidéo, c'est une chaîne avec des maillons. Si jamais vous ratez un de ces maillons, si un maillon est faible, c'est ça qui fera la qualité de votre vidéo au final. Imaginons un tournage de cinéma. Toute l'équipe travaille très très bien. Et on a une personne, on va l'appeler Paul, je n'ai rien contre les Paul. Donc Paul est le pointeur. Le pointeur au cinéma, c'est la personne qui est chargée de faire le point, de faire en sorte que les images soient nettes à l'écran. Et Paul fait n'importe quoi, toutes les images sont floues. À votre avis, quelle va être la qualité du film à la fin? Même si les comédiens travaillent bien, même si le montage est super, même s'il y a des effets spéciaux, le film sera un film aux images floues, tout simplement. Si on revient un peu plus près de nous, un infopreneur qui va faire une vidéo, qui a pensé à un bon contenu, le cadre est sympa, le montage va être sympa, mais malheureusement, il n'a pas bien fait son acquisition audio, on l'entend pas bien, c'est pas clair, c'est pas net. La qualité de la vidéo, ce sera un film avec une partie audio de mauvaise qualité. Ça fera tout chuter. Il faut comprendre que si vous ratez une des étapes de production, je parle de rater, eh bien, vous aurez beau faire n'importe quoi sur les autres, tout sera affaissé. À l'inverse, si vous faites tout correctement, alors certes, oui, vous pouvez faire une étape, un plus beau cadre, un plus beau ceci, un plus beau cela, mais si vous avez tout fait correctement, vous n'aurez pas un film correct, vous aurez un film excellent, vous aurez un film pro. Pourquoi? Parce qu'il sera solide, il n'y aura pas de points faibles. Et ça dégagera une impression de qualité, de maîtrise. Donc le plus important, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de faire attention à ne pas rater une des étapes dans la production. Parce que ça clairement, ça fait chuter votre film. Alors dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à améliorer votre film. Alors on va commencer peut-être par le début. Lorsqu'on fait une production vidéo, lorsqu'on fait une vidéo, on commence par un cadre, un décor. Alors c'est amusant de voir que parfois il y a des choses qui sont assez dissonantes. Imaginons la personne qui va faire une vidéo, une formation sur la cuisine. Elle va se tourner par exemple dans une cuisine. Si vous êtes passionné de cuisine, dès que les images commencent, vous êtes là, vous êtes dedans, vous avez envie de cuisiner, c'est ce qui vous passionne. Avant même que la personne ait commencé à parler, les personnes qui regardent sont dans le bain. Vous avez déjà gagné des points. C'est pareil si jamais, par exemple, vous faites une formation sur le nautisme. Si à l'arrière, on voit la mer, on voit des bateaux, on entend des mouettes, la personne se projette. Si elle est dans son appartement parisien et qu'elle aimerait un peu rêver et s'évader, le fait que vous démarriez avec une vidéo où on voit la mer, il est avec vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être au bord de la mer pour faire du nautisme, mais ça veut dire que si vous rappelez ce cadre, si vous êtes dans ce cadre, dans un cadre qui lui rappelle sa passion, déjà vous commencez par marquer des points. Fatalement, si par exemple, et je l'ai déjà vu, si jamais vous parlez de vidéo et que vous êtes dans votre cuisine, et que derrière on voit des casseroles, on ne comprend pas tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu, mais ça veut dire que vous partez avec un point, enfin, vous ne gagnez pas de points d'entrée de jeu, vous partez avec un petit handicap. Et ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Imaginons la personne qui veut parler de mariage et qui se met devant un fond noir. C'est dissonant. On s'attend à voir un fond clair, blanc, des fleurs, quelque chose de festif. Devant un fond noir, on ne comprend pas pourquoi la personne est devant un fond noir. Il peut en être de même. Imaginons que vous fassiez une formation sur comment devenir milliardaire en 6 mois. Comment devenir milliardaire en 6 mois, et on est dans un appartement qui n'est pas tout à fait connoté milliardaire. Fatalement, la personne se dit, en fait, ce qu'il veut, c'est que je paye pour que lui devienne milliardaire. Vous voyez? Mais vous avez des solutions simples, là aussi, pour régler le problème. Tout simplement, vous allez, par exemple, louer un B&B pour la journée. C'est régulier de le faire en tant que professionnel quand on a une interview à faire et qu'on trouve que ou le décor va pas du tout matcher, ou que ça va prendre beaucoup trop de temps à enlever tout ce qui nous dérange. C'est très facile d'aller louer un B&B pour la journée. Vous avez une formation à faire. Vous trouvez que votre intérieur, pour X ou Y raison, ne matche pas, ne correspond pas à l'image que vous lui donnez. Vous recherchez sur un site un B&B avec une pièce assez grande qui correspond au niveau décor. Et puis voilà, vous le louez pour la journée, vous faites votre vidéo.
Vous prévenez la personne que vous allez peut-être déplacer quelques objets, peut-être voire même quelques meubles, si vous voulez utiliser les baies vitrées qui amènent du soleil, par exemple, et puis vous tournez votre vidéo. Alors ça me donne directement, ça me fait une transition vers la lumière. La lumière, classiquement, je vois des gens qui achètent des kits avec 3 éclairages, ils arrivent, ils branchent les 3 lumières, ils se demandent où ils doivent les mettre, et ça finit souvent par une lumière qui n'a aucun caractère. La lumière, pour nous, êtres humains, la base, c'est une lumière qui est la lumière du soleil. D'accord? On est habitué à voir ça, on est habitué à voir des ombres sur nos visages, bref, par rapport à une source d'éclairage. Et c'est la meilleure manière de construire un éclairage. C'est la manière la plus employée, aussi bien au cinéma qu'un photographe qui fait du portrait. On va toujours partir à partir d'une lumière principale qu'on nomme souvent avec un terme anglo-saxon qui s'appelle la key light. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'idée d'une lumière clé, ça nous amène le principe un peu que toute autre lumière va s'organiser autour de cette lumière principale. C'est elle le maître étalon. Et vous allez voir que si vous construisez votre lumière de cette manière, vous allez faire des choses très agréables avec du caractère. On écrit avec la lumière, donc c'est important de faire attention. Je vais couper les 2 lumières que j'ai dans le studio, à l'arrière, et je vais garder que la key light. Comme vous voyez, une seule lumière, ça fonctionne déjà. C'est différent, bien sûr, c'est un petit peu plus dur parce que j'ai une seule lumière qui arrive en pleine tête, mais c'est déjà agréable. Si, quand vous branchez votre première lumière, vous trouvez quelque chose qui ne se passe pas, que ce n'est pas agréable, posez-vous la question avant de vouloir brancher autre chose, de savoir si jamais elle est bien positionnée. D'accord? Souvent, quand on commence à se dire « Ah là, j'ai une grosse ombre, je vais l'enlever », qu'on branche tout partout, on finit par un peu mettre de la lumière de partout, et ce qui nous fait chuter le caractère de notre éclairage. Ça devient fade, on a moins de présence à l'écran. Il est beaucoup plus intéressant de construire auprès d'une première lumière principale. Vraiment, la première chose à faire, c'est d'utiliser donc une lumière pour la personne et une lumière pour le fond. Bon, ici, je n'ai pas de fond, j'ai qu'un papier gris. Mais si vous avez un fond, c'est intéressant de savoir si à l'arrière, c'est dense parce que ce n'est pas éclairé, que ce n'est pas joli. Vous balancez une lumière sur l'arrière pour faire vivre un peu l'arrière-fond, de manière à ce que ce soit joli à l'image. Et même quand on a un fond comme ici, un fond uni gris, eh bien, on va donner de la vie grâce à la lumière. Voilà, donc là, j'ai branché juste une lumière sur le fond, ce qu'on appelle un backlight. Et vous voyez que simplement en utilisant une key light qui arrive sur moi et un backlight, on a déjà quelque chose d'agréable. Le fait d'avoir mis cet éclairage sur le backlight, à un endroit, fait un dégradé et fait vivre, il donne de la matière à ce fond, alors que ce n'est qu'un quelque chose de plat et d'uni. Donc c'est vraiment la deuxième lumière à mettre, c'est une lumière de backlight. Donc on parle vraiment de choses qui sont basiques, c'est vraiment l'éclairage le plus simple dans le monde de la vidéo. Une lumière pour la personne, une lumière pour le fond. Et ici, comme je suis en studio, je peux en effet mettre une autre lumière, qui, selon les écoles, vont s'appeler un air light ou cutter light, enfin, il y a plusieurs écoles. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va normalement me dégager le haut des épaules, ça va éclairer le dessus de mon crâne au niveau des cheveux, ça va normalement me détacher un petit peu. Mais comme déjà la backlight me détache un peu, c'est vrai que par rapport à d'autres types d'éclairage, ça va être moins flagrant. Mais vous allez le voir quand même. Ça va aussi normalement déboucher un petit peu ce côté, normalement. Voilà, je le mets, je vais essayer de me positionner en même temps pour que vous le voyez. Tac, voilà. Donc là, j'ai un éclairage 3 points en effet. Mais dites-vous qu'il est bien construit autour d'une seule lumière qui est la lumière principale. Petite astuce d'ailleurs, au niveau des yeux, vous pouvez vous rendre compte s'il y a une seule lumière devant, puisque les yeux sont une sphère, et vous voyez le reflet de la lumière principale qui arrive sur l'œil. Ici, c'est logique, ma lumière est par rapport à la caméra sur la gauche, donc on va voir que mon point va être un peu sur la gauche et un petit peu au-dessus, puisqu'il est un petit peu au-dessus de la position de ma tête. Voilà. Donc c'est vraiment simple. Alors, un conseil facile. Je vais vous donner en même temps une autre petite astuce, en profiter. Lorsque vous êtes à l'écran, vous pouvez soit être vraiment de face, comme ça pour parler, soit vous décaler un tout petit peu pour être plus ouvert. Ici, c'est un peu frontal. Ici, vous êtes un peu plus ouvert et vous prenez plus de relief à l'image. Par exemple, je vous fais voir une boîte. Si je place cette boîte de cette manière, vous avez du mal à voir le volume. Et c'est pas très esthétique, c'est pas très beau. Si je la place de cette manière, vous voyez le volume, et c'est beaucoup plus beau à l'image, n'est-ce pas? C'est pareil pour vous. Si vous faites ici, vous faites front, vous êtes moins ouvert. Dès que vous commencez à déplacer un peu votre corps, vous êtes plus agréable, vous avez une présence qui est plus agréable à l'image, c'est plus esthétique. Ça sera pareil si vous êtes sur une chaise. Je vois parfois des gens qui se mettent avec une chaise de face.
Ça paraît vraiment étrange. Alors que, regardez mes mains, si je commence à poser ces mains de cette manière-là, c'est beaucoup plus agréable. On voit des lignes de fuite. Donc pensez à ne pas vous mettre face, mais à vous dégager un peu. Ce qui ne vous empêche pas, par contre, de regarder la caméra. Évidemment que si vous êtes sur la droite, vous le faites partir sur la gauche. Et si vous êtes sur la gauche, vous le faites partir de l'autre côté, évidemment. Alors, ça va me permettre aussi de vous parler de composition. Ne vous placez pas en plein au milieu. Je vois régulièrement des gens qui sont positionnés comme ça, en plein au milieu. C'est beaucoup moins beau et c'est moins fort. L'image marche avec ce qu'on appelle des lignes de force et dont les croisements font des points de force. Je vais vous les mettre à l'écran maintenant. Et vous voyez que si je suis placé, donc là, je n'ai pas le retour des lignes, mais ça doit être à peu près ça. Vous allez voir que je suis sur une ligne de force, qui va être la ligne de droite, la partie la plus importante, et que mes yeux vont être sur le point de force le plus important, qui est en haut à droite. Voilà, tout simplement. Donc pensez aussi à vous placer de cette manière, de manière à renforcer encore une fois la puissance de l'image. Alors un petit détail, puisqu'on parlait de lumière aussi, c'est intéressant parce que peu de professionnels y pensent. Pensez à matifier votre peau. Lorsque l'on est sous des projecteurs, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision, ce qui se passe, c'est que notre peau, qui sécrète du sébum naturellement, a une tendance à briller. Ça donne l'impression que vous avez la peau grasse, ça fait pas très propre, c'est pas clean. Alors qu'il suffit simplement, non, vous pouvez certes vous maquiller, mais simplement en prenant la petite astuce d'acheter un peu de poudre volante, hein, ce qu'on appelle de la poudre. Alors, ça s'appelle poudre volante, poudre libre. Voilà, alors vous la prenez bien sûr en mat, non pas en satiné, pas en irisé, pas avec des paillettes, hein, bien sûr. Et vous la prenez, si c'est pour vous, à la couleur de votre carnation. Tout simplement. Donc c'est une petite poudre facile à installer avec un tampon, vous allez l'étaler et ça va matifier. Il y aura moins facilement, vous aurez peu de reflets et ça vous donne une impression d'être quelque chose de beaucoup plus clean, de beaucoup plus beau à l'image. Ce sont ces petits détails. Vous rassemblez tous ces petits détails, au fur et à mesure, votre vidéo monte d'un étage, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà, un peu de poudre volante. Alors gaffez-vous, petite astuce. Dans un magasin, la vendeuse va avoir le réflexe d'essayer de vous le faire essayer sur la main. Ça dépend de la couleur de la teinte de votre main et de votre visage. Moi, par exemple, j'ai un visage qui est beaucoup plus rouge. Donc si jamais je teste la teinte sur ma main, la poudre sera d'une couleur qui ne sera pas assez rouge par rapport à mon visage. Donc n'hésitez pas, essayez-le sur votre visage pour être sûr que ce soit la bonne teinte. Sinon, quand vous voulez avoir ce genre de produit pour faire des interviews, des photos, mais alors que vous êtes prestataire dans l'autre sens, mon conseil toujours, c'est de prendre une poudre invisible, auquel cas ça s'adapte à toutes les carnations. Ça va avoir une tendance légèrement à vous blanchir, mais un tout petit peu à peine, mais ça s'adapte à toutes les carnations. Vous trouverez ce genre d'astuce sur mon blog, le blog de l'image, hein, où j'en parle plus précisément. Mais voilà, donc ça c'est une petite astuce qui est assez peu utilisée par les professionnels, parce que quand ils arrivent à un certain niveau, ça passe au maquillage, et d'un autre côté, ben, ils n'y pensent pas. Et c'est dommage, parce qu'on gagne vraiment, vraiment en qualité. Conseil intéressant. Je vois régulièrement des infopreneurs qui se filment avec un téléphone en mode selfie, c'est-à-dire qu'ils utilisent la caméra avant de leur téléphone, de manière à pouvoir se regarder le cadre. Et ce qui se passe, c'est que comme en plus ils tiennent leur caméra, qui bouge un petit peu d'ailleurs, mais bon, bref, toujours est-il, ils tiennent leur caméra à une distance assez courte, ils regardent l'écran au lieu de regarder la caméra, et ce qui fait qu'ils ne regardent plus les gens directement dans les yeux. C'est un peu comme si je vous parlais, voilà, j'essaie de regarder un petit peu sur le côté, et là je suis en train de m'exprimer, et vous voyez que j'ai perdu le contact avec vous en faisant ça. En vidéo, on a deux positions. Si je synthétise, si je simplifie, on a deux positions. Soit c'est une interview où le spectateur est vraiment, il est spectateur, c'est-à-dire qu'on ne lui parle pas à lui en particulier, donc je parle à un journaliste, voilà, on me pose des questions, je lui réponds, et vous êtes sur des gradins en train de regarder ce qui se passe. Ça peut aussi être intéressant quand on attaque des sujets très durs et que vous ne voulez pas non plus agresser les gens. Bon, mais sinon, ça c'est une position de spectateur. Si jamais vous voulez faire une vidéo où vous voulez vraiment toucher les gens, il faut les regarder dans les yeux. C'est totalement différent. D'un côté, les spectateurs, de l'autre côté, on lui parle à lui. On fait rentrer aussi l'effet que vous faites cette vidéo que pour lui, que pour la personne auquel vous parlez. Donc faites attention de bien regarder l'objectif. C'est intéressant, comme je suis en train de le faire ici, de parfois, par contre, de quitter un peu l'objectif. Ça décroche l'attention et ça permet à la personne de réfléchir sur ce que vous venez de dire. On va aussi employer, ce que je n'ai pas fait beaucoup depuis le temps cette vidéo, des petites pauses pour laisser à la personne le temps de rentrer. Mais faites gaffe surtout à regarder les personnes, regardez en fait l'œil de votre caméra, l'objectif directement, et pas l'écran qui est en dessous, ce qui fait qu'on a perdu le contact. Là, vous êtes
pas en mode spectateur, ni vous êtes en un truc à moitié. Voilà, donc faites gaffe à l'objectif de votre caméra. Bon, quelques derniers conseils je pourrais vous donner, parce que je pense que là, j'ai déjà dépassé allègrement les 10 minutes. Si le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est au sujet des micro-cravates. Il y a différents types de micros, et l'un des micros les plus faciles à utiliser pour un infopreneur, c'est le micro-cravate, parce que tous les autres micros, il faut les tenir, soit une perche, soit un pied, soit une girafe, bref. Quand on utilise un micro-cravate, on le positionne sur nous, ça fait le support, donc c'est vrai que c'est facile. Mais encore faut-il faire attention à la manière dont on le place. Sachez que le placement du micro est plus important que la qualité du micro. Ça veut dire que vous pourriez avoir un micro d'entrée de gamme, correctement placé, vous aurez un son propre, et vous pourrez avoir le micro le plus cher, s'il est placé n'importe comment, vous pourrez avoir quelque chose de totalement pourri. Le placement est très, très, très important. Et là, en plus, je vais pouvoir vous dire que il faut faire ce que je vous dis, mais pas ce que je fais, puisque moi, je l'ai placé d'une manière qui n'est pas ce que je vous conseille. Voilà, bon, je l'assume, parce que j'ai aussi un équipement qui me permet aussi d'éviter certains types de problèmes, mais quand vous mettez un micro-cravate, de préférence, placez-le dans l'axe, pas sur un côté, et pas trop haut ni trop bas. Alors, pourquoi dans l'axe? Même si mon appareil doit normalement récupérer les niveaux, vous allez voir tout de suite comprendre pourquoi. Si jamais je parle de cette manière, et si je parle encore là, donc vous devriez normalement avoir une différence au niveau du volume. Parce que quand vous êtes placé ici et ici, j'ai une différence 2 fois ou 3 fois la distance. Donc ça fait un énorme changement de niveau. C'est pour cette raison qu'à la télévision, vous avez déjà dû le voir, les gens qui ont des vestes, on met souvent 2 micros. Pourquoi? C'est parce que lorsque la personne va bouger la tête, l'acquisition ne va plus être simplement qu'une simple boule à 360, et ça fait en fait comme une barre, et quand il bouge la tête, le niveau reste stable. C'est pour ça qu'on met ces 2 micros. Donc si vous le mettez dans l'axe, vous avez l'avantage qu'il y aura moins de différence si vous bougez la tête que si vous la mettez sur un côté. Moi, je ne bouge pas trop la tête. Je suis plutôt quelqu'un qui ne bouge pas trop, donc je n'ai pas trop de soucis. Mais ça m'arrive de l'avoir, et auquel cas, je le corrige. Je le corrige en post-prod, mais clairement, quand on veut se simplifier la vie, faire des choses bien, au mieux d'apprendre à corriger les erreurs, il est préférable de ne pas faire d'erreurs. C'est beaucoup plus rapide, c'est souvent de meilleure qualité. Donc, franchement, restez dans l'axe. Pas trop, parce que ça peut poser des problèmes. Là, en plus, je cumule les deux. Sur certaines fréquences, il vaut mieux l'avoir un tout petit peu plus bas. Micro-cravate, normalement, c'est un petit peu en dessous le nœud de la cravate, quoi. C'est donc quand même assez haut, je dirais par ici, je regarde mon retour. Voilà. Et par contre, pas trop bas. Pourquoi pas trop bas? Lorsque vous placez un micro-cravate bas, automatiquement, on doit monter le gain, le volume, pour avoir un bon niveau audio. En faisant monter, vous récupérez des cochonneries autour. Là, par exemple, aujourd'hui, il pleut. Je tends que ça tape sur les ardoises. Mais comme j'ai un micro-cravate, on va peut-être les entendre, on va peut-être à peine l'entendre, parce que mon micro est très près. Si jamais j'avais placé mon micro-cravate beaucoup plus loin, que j'avais monté le niveau, on aurait une tendance à entendre tout ce qui est autour. Autre chose, selon votre matériel, lorsque vous allez pousser l'amplification, ou que l'appareil va le pousser de lui-même, il va faire monter du souffle et de la saloperie. D'accord? Donc il vaut mieux ne pas le placer trop loin. C'est une capsule qui est faite pour être placée très près. De cette manière, on amplifie peu le signal et on évite d'attraper les cochonneries, de faire monter le souffle, etc. Donc faites attention. L'audio, c'est vraiment un point qui fait souvent défaut dans les vidéos, on va dire amateurs, ou du moins, c'est vraiment un point qui est souvent la partie pauvre, même au cinéma d'ailleurs. Donc voilà, donc, je vais donner quelques conseils, j'espère que ça va vous aider à améliorer vos vidéos. Et par avance, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.